intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Bon, parlons un petit peu d'argent, de votre argent, de celui dont vous allez peut-être hériter. Est-ce que vous avez déjà reçu un héritage? Je vous pose la question. Est-ce que vous comptez recevoir éventuellement un héritage, peut-être pour vous acheter une maison? Est-ce que vous avez été déshérité? Il y en a qui se font dire ça, j'en connais, j'ai des noms. Et vous savez que c'est pas anodin de parler de ça parce que le Québec s'apprête à vivre un immense transfert de richesse, probablement le plus grand transfert de richesse de notre histoire avec le vieillissement des baby-boomers. Il y a une étude de l'INRS qui révèle, entre autres, que les héritages vont jouer un rôle bien différent selon le revenu des ménages. En 23, par exemple, je donne quelques chiffres, il y avait à peine 15 % des familles les plus pauvres qui avaient reçu un héritage, contre 40 % chez les plus riches, chez les familles les plus aisées. Et les montants sont vraiment pas égalitaires, là, ça, on s'en doute bien. C'est 42 000 $ en moyenne chez les gens qui sont moins favorisés, 200, quasiment $250 000 chez les plus nantis. Alors, c'est quelque chose, là. Il y a un impact immense. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, ben moi, je compte sur un héritage pour m'enrichir. Il y a comme quelque chose, vous allez dire, oh, là, c'est quasiment dérangeant parce que un héritage, ça sous-entend qu'il y a quelqu'un qui meurt pour que tu hérites. Alors, ça peut être effectivement dérangeant. On va en discuter de tout ça, puis j'aimerais vraiment avoir vos commentaires. Ceux qui ont déjà hérité, dites-moi comment ça marche. Dites-moi si il y a aussi des gens qui héritent de dettes, puis ça, on va en parler parce que là, tu veux pas ça forcément. Il y a des gens qui héritent et puis ça n'a pas été bien planifié puis qui se ramassent à donner beaucoup de leur héritage aux impôts. Par texto, vous faites le 187 Cube Radio. Dites-moi si vous avez vécu ça et si vous avez des questions, bien sûr, pour notre invité, vous me le dites. 1-877-827-2346 pour nous parler directement de vive voix au téléphone. On n'est pas gênant. Maître François Bibeau est directeur général de l'Association professionnelle des notaires du Québec. Merci d'être avec nous. Bonjour. C'est vrai que c'est impressionnant, tout ce grand transfert de richesse via l'héritage. Oui, puis là, on arrive, comme vous avez dit, dans une période où il y a un passage qui va se faire. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé fort dans leur vie, les fameux baby-boomers qui se définissaient, cette génération-là se définissait par ce qu'ils faisaient dans la vie. Donc, moi, je suis un maçon, puis je travaille fort, puis le travail est important. Ils ont accumulé beaucoup de sous, beaucoup de sommes d'argent. Puis là, ils sont sur le point de transférer ça à leur famille, bien souvent. Mais ça peut être quelqu'un d'autre de la famille. Hein, c'est ça. Quand aussi. on fait un testament, là, par exemple, on pourrait décider de laisser tout ça au voisin. Là. Ou à son chien. On fait ça au Québec? Non, ça, c'est pas possible. Il y a des vedettes qui font ça. Ouais, mais chez nous, on n'a pas le droit. Parce que le chien n'a pas de personnalité juridique à ce niveau-là. Mais, il n'est plus un objet. Non, c'est un être sensible. Voilà. C'est ça, je crois, la définition dans le Code civil. Ouais. Mais on pourrait... Donc, au Québec, on ne peut pas léguer quoi que ce soit à son chat ou à son chien. On pourrait léguer à une fiducie. Qui gérerait dont ça. le but, c'est de voir au bien-être, entre autres, du chien. Ça pourrait se faire. Ou on pourrait laisser une somme d'argent à une personne en lui disant à condition que tu prennes soin de mon chien. T'sais. Ah oui. Bon, il y a des gens qui font ça? Oui. Ouais. Oui, j'ai déjà fait ça. Question de base. Pas moi personnellement, ouais, mais j'ai déjà rédigé un testament comme ça. J'ai une demi-seconde de « Ah oui », mais bon, question de base. Comment ça marche? Une succession? Oui. Effectivement, s'il n'y a pas de testament, à ce moment-là, il y a des règles dans le Code civil qui sont prévues pour prévoir qui va hériter. Puis à ce moment-là, il faut se souvenir que selon le droit québécois, un bien ne peut pas demeurer sans maître. Hein? Alors à ce moment-là, tu sais, le roi est mort, vive le roi. Là. Oui. Donc, et donc, une succession, c'est une période de transition. Une période pendant laquelle on va s'occuper de payer les dettes du défunt, régler ses charges fiscales, identifier les héritiers, faire le bilan de la succession, puis pouvoir transférer tout ça. Donc, ça peut prendre un certain temps. Oui. Ça peut prendre même plusieurs années dans certains cas. Plusieurs années. Oui, dépendamment de la date du décès. Parce que, par exemple, si vous décédez à ce temps-ci de l'année, c'est sûr que votre succession ne sera pas terminée avant l'année prochaine parce qu'il va falloir faire vos impôts à 2025. Donc, en 2026, il va falloir faire les impôts du défunt, là, de la succession, comprenez-vous? Ah. Donc, bon. Mais ça ne veut pas dire qu'on est actif pendant plus qu'un an. Là. On va être souvent dans des périodes d'attente.
On va devoir attendre après tel événement, après la période pour faire les impôts, après avoir fait l'inventaire. Quand ça touche des conjoints, ça peut être extrêmement délicat, ce que vous dites, Maître Bibeau, parce que je pense que les banques vont geler les avoirs du défunt ou de la défunte. Il y a une nouvelle loi. Hein, Est-ce que c'est encore comme ça? Parlons entre autres des comptes conjoints. Il y a une nouvelle loi maintenant qui fait en sorte que, je crois que c'était dans la loi sur le curateur public, mais je voudrais pas, je me trompe peut-être, là, mais il y a à peu près 2 ans, il y a une loi qui est en train de garde. Moi, quand mon père est mort, on a vécu ça. Là. Maintenant, qui permettent de dégeler les comptes bancaires. Alors, on présume que la moitié du compte conjoint appartient au conjoint survivant, là, tu sais. Et à ce moment-là, si c'était pas le cas, ben après ça, on viendra rééquilibrer les choses. Donc ça, c'est moins pire que c'était. Et là, tout dépend de ce que vous faites lorsque vous apprenez que vous êtes l'héritier. Si vous décidez d'utiliser le compte bancaire du défunt, ben vous allez être présumé avoir accepté la succession parce que vous confondez les biens du défunt avec les vôtres. Et ça peut être préjudiciable. Oui. Il y a des moments où on peut refuser la succession. On va y venir, mais avant, je veux dire, c'est un sujet qui, regardez ça, les commentaires qui sont rentrés. Oui. Il y a Jérôme qui dit, ma conjointe travaille en institution financière. Elle voit régulièrement des gens endettés se dire, « Oh, c'est pas grave, je vais recevoir un héritage. » Oui. Fait que là, maintenant, ça fait vraiment partie de nos Il y en a de beaucoup notre qui comptent équité. là-dessus. Il y en a qui comptent là-dessus. Ouais, là. ouais. Il y a Guy qui dit, les baby boomers vont vivre très vieux. Ils vont dépenser tout leur argent. Fait Ben, qu'il va y avoir beaucoup moins d'héritage que le monde pense. Guy, il a peut-être raison. Je leur souhaite, c'est vrai, Guy. Ouais, Linda dit, mes parents sont tellement endettés. Mon frère et moi, on a décidé de refuser la succession si jamais il meurt. Justement, on en parlait de ça. Il y a des gens qui lèguent des dettes, c'est le cas de le dire. Mm-hmm. On peut refuser une succession. Oui. Mais est-ce que les créanciers... Dites-nous un peu comment ça fonctionne quand ça arrive. Le liquidateur d'une succession doit faire l'inventaire des biens. Ouais. Hein? Et là, techniquement, l'héritier ou l'héritier présomptif a un délai pour renoncer à la succession. Donc, vous n'êtes pas obligé d'agir tout de suite au lendemain du décès de votre père ou de votre mère, là, dans le cas qui nous est annoncé. Mais, on a combien de temps? Normalement, on dit 6 mois. Hein? Donc, okay, on a donc 6 on peut mois y penser un peu. Vous avez le temps. Et là, à partir du moment, 6 mois, à partir du moment où vous savez que vous êtes un des héritiers. Ah, OK, d'accord. Bon, alors c'est là que le countdown commence. Et donc, le liquidateur, lui, doit s'exécuter pendant cette période-là pour faire l'inventaire des biens. Puis là, quand il va vous produire l'inventaire, il y a une inscription qui est faite au Registre des droits personnels et réels mobiliers. Vous savez, le RDPRM, où on inscrit entre autres les dettes sur les voitures. Là. C'est un registre fourre-tout au Québec. Ouais. Et donc, on peut consulter l'inventaire qui est fait. Par exemple, si vous êtes créancière de ma succession, vous m'avez prêté de l'argent, puis là, vous savez que je suis décédé, vous voulez juste être sûr que le liquidateur ne vous oublie pas dans le détour. Vous pouvez peut-être y écrire une lettre, ça va être bon. Ah, on peut mais faire vous pourriez aller voir au RDPRM si vous êtes dans la liste des dettes que l'on a tenu compte pour régler la succession. Et si on ne l'est pas, on peut dire, hey, voulez-vous rajouter mon nom, s'il vous plaît? Ah! Exactement. Puis là, dire, voici la preuve comme quoi j'avais prêté de l'argent au défunt. Ah, j'ai peut-être de l'espoir pour plus tard. Et donc, oui, c'est ça. Si le débiteur ne veut pas vous payer, peut-être sa succession va être plus gentille. Et donc là, si vous êtes héritier, vous êtes en mesure de constater est-ce que la succession est déficitaire ou c'est bénéficiaire. Puis si elle est déficitaire, là, effectivement, on renonce à la succession, mais on ne peut pas renoncer comme ça en le disant ou en l'écrivant sur un bout de papier. Ouais. Ça prend absolument un acte notarié. Oh, alors, il faut que j'aille vous voir. Oui, il faut absolument aller voir le notaire, sinon la renonciation est nulle. Combien ça coûte, ça, renoncer à une succession? C'est pas un document qui est compliqué à faire. Hein. Moi, je me souviens à l'époque où j'en faisais. Là, c'est 200$ ou c'est 1000$? Non, c'est plus 200. Okay. Ça va être à peu près 1 heure et demie, 2 heures de travail du notaire, le temps de vous recevoir, de vérifier votre identité. C'est sur une feuille, là. Ça tient sur une feuille. On va relater que le défunt est décédé, il n'avait pas fait de testament, vous êtes au nombre de ses héritiers, puis vous renoncez purement et simplement à la succession. Vous allez déclarer si vous avez vu l'inventaire ou si vous renoncez sans même avoir vu l'inventaire. On va venir préciser ces choses-là. Puis à ce moment-là, vous renoncez. Et c'est là qu'on découvre 500 000$ cachés sous le matelas. Ben oui, ça peut arriver, ça. Puis ça dépend qui le découvre. Parce que c'est pas sûr que ça fasse partie de renoncé, l'inventaire. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui font encore ça? Moi, j'en ai pas eu personnellement, mais j'ai un de mes collègues qui a déjà été témoin de plusieurs milliers de dollars dans un matelas. Là. Dans un matelas? Oui, ils sortaient le matelas pour l'envoyer à la poubelle, là, puis ils ont vu qu'il y avait un coin qui était décousu, puis ils ont ouvert ça, puis il y avait à peu près 50 000 là-dedans. Il y en a qui ont ouvert le mur aussi pour des rénaux, qui ont trouvé des petites boîtes en métal avec du cash dedans. Effectivement. Il y en a qui ont dans le congélateur. Les gens découvrent de l'argent des fois caché parce que certaines... Les générations précédentes faisaient moins confiance aux banques. Je sais pas s'il y en a... effectivement. Ou ça dépend ce que tu fais aussi, de la façon dont tu fais ton argent. Puis vous savez, quand il y a des périodes comme celle qu'on a vécue où la bourse plante, ça peut arriver. Exactement. On a Caroline au bout du fil. Bonjour, qui a une question pour Maître Bibeau. Bonjour, Caroline. Bonjour, Caroline. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui.
Bien, pour répondre à votre question, en effet, j'ai eu droit à l'assurance de mon papa au moment de son décès. Le reste allait à sa femme, c'était l'entente. Tout ça a bien été. Ensuite, par la suite, j'ai ma grand-mère paternelle qui est décédée. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien, on suit. Parfait. Donc, je suis, ma grand-mère paternelle est décédée. Et puis, ma sœur et moi avons reçu une feuille de papier ligné avec un chèque venant de la part d'un des frères de mon père de 1 000 $. Et on comprenait pas trop qu'est-ce que c'était. On a fini par comprendre que nous étions... on héritait de la part de mon papa, du décès de ma grand-mère. Oui. Mais on n'a jamais été au notaire, on ne nous a jamais téléphoné. La personne qui s'occupait des papiers de mes grands-parents était mon père. Mon père était pas mal le gestionnaire de la famille. Il a d'ailleurs contribué, la maison que ma grand-mère possédait a été payée en grande partie par mon papa. Et puis, je crois que la famille n'était pas au courant que après les enfants, les petits-enfants pouvaient être héritiers. Ouais. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont tout réglé eux-mêmes. Puis nous, ils nous ont envoyé un chèque. De 1 000 $? Oui, donc ça veut dire que mon père héritait de 1 000 $. Donc là, on a tenté de le on perd un petit peu, on vous perd un petit peu, Caroline, mais est-ce que vous suivez un peu là-dessus? Oui. Il y a 2 éléments qui attirent mon attention. Premièrement, la question d'assurance. Elle a dit qu'elle a reçu un montant d'assurance vie. Ce qui est intéressant à savoir concernant les assurances, si vous êtes inscrit comme bénéficiaire désigné sur une police d'assurance, le montant de la police n'entre pas dans la succession. Ça ne fait pas partie de l'actif de la succession. Ça s'en va directement entre les mains du bénéficiaire. OK. Ça, c'est quand même intéressant parce que vous pourriez faire face à une succession déficitaire. Mais et le défunt, assurance... vous avez mis comme bénéficiaire de sa police d'assurance vie. Vous pourriez dire, moi, je vais me servir du montant de la police pour payer les dettes du défunt, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. La police d'assurance vous appartient. Vous pourriez dire, moi, je renonce à la succession, puis je prends la police d'assurance. Si c'est votre conjoint qui vient de décéder, puis vous héritez par le fait même de la maison, mais que votre conjoint est plein de dettes, peut-être vous allez prendre le montant de l'assurance pour payer les dettes et conserver la maison. Et dans le cas où c'est votre grand-mère ou quelqu'un de plus éloigné. L'autre affaire... Mais ça, c'est intéressant, parce que là, on apprend ça, le montant de l'assurance vie de la personne qui est décédée, ça n'a rien à voir avec la succession. Exactement. Et dépendamment des compagnies d'assurance, le montant va être décaissé assez rapidement. C'est quand même surprenant. Aussi. Alors que pour d'autres, pour 1 000 $, ça peut prendre 3 ou 4 mois, 5 mois, 6 mois, puis là, ils vous demandent plein de papiers. Exactement. Ça, c'est vraiment de la gestion. Mais le 1 000 l'histoire du chèque qui a été donné, elle n'a jamais été au courant de la succession vraiment, elle n'a jamais été convoquée par un notaire. C'est quand même assez bizarre. Je pense que c'est à votre micro parce que que déjà peut-être qu'il y avait plus d'argent, puis ils ont juste eu 1 000 $. Oui, c'est ça. Et je me souviens, je pense que c'est à vous que je mentionnais qu'on n'est pas obligé de faire affaire avec un notaire. Quand on règle une succession, on peut être le liquidateur et s'occuper de régler ça soi-même. Mais voyez, ça, c'est des cas qui arrivent dans des cas comme ça. Ouais. Alors, nous, on recommande toujours aller consulter votre notaire dans le cadre d'un règlement de succession, même si vous en avez pour 1 heure et demie de consultation. Au moins, vous allez savoir ce qu'il y aura lieu de faire. Et dans ce cas-là, le liquidateur de la succession aurait su que les petits-enfants héritaient à la place du fils défunt, là, et aurait dû les impliquer plus tôt. Ici, le problème, selon moi, pour le liquidateur, c'est que s'il n'a pas fait les choses dans les règles, moi, je consulterais un avocat dans ce cas-là. Vous savez, les histoires que le monde m'écrit, c'est fou, là. Il y a un auditeur qui me parle de sa conjointe arrêtée de, ça c'est beaucoup, 500 000 $ de sa mère. On ne pensait pas qu'elle avait encore autant d'argent, me dit-il. Il dit, elle est décédée à 88 ans, retraitée de Nortel. Et ça, malgré le fait qu'elle s'est fait voler son fonds de pension. On se souvient de l'histoire de Nortel. Ouais. Et là, il y a Luc qui dit, mon père est décédé en 2006. Écoutez ça. Mon frère n'a toujours pas réglé la succession. Ça n'a quasiment pas de bon sens. OK, là, il y a un problème. C'est le frère, là, de ce que je comprends, qui est liquidateur. Oui. Et là, il dit, je voulais faire les impôts de mon père. Il a refusé. Il préférait son comptable. Nous, moi et mes autres sœurs, on n'a jamais eu de bilan de la succession. C'est vraiment pathétique. Ouais. Luc de Shawinigan, il y a quelque chose. Là. Non, là, il y a un problème. C'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'il peut faire? On comprend qu'un liquidateur, là, il ne va pas régler ça dans les 6 mois qui vont suivre. Non, ça, mais je vous l'ai dit, ça peut 20 ans. Mais là, 20 ans, c'est impossible. Non, allez voir. Vous pouvez, selon le Code civil, le forcer à agir ou le destituer. Et puis là, à ce moment-là, il y a lieu. Moi, j'ai qu'à voir un avocat, là.
un avocat spécialisé en droit successoral, pour prendre action, le faire destituer par la cour, puis faire nommer un autre liquidateur. Le problème, parce que j'ai des amis qui sont dans le même genre d'histoire, là, puis que c'est terrible, parce que là, t'es deux frères, t'as la sœur Oui. qui abuse, Ça fait là, des qui belles dit qu'elle a relations de été famille. aidante naturelle, fait que elle gérait le compte de la mère, mais elle s'est servie dedans pour la mère, mais dans le fond, on sait pas trop, puis là, elle a sorti 450 000 $. Ça, c'est une histoire vécue, Ouais, là. ouais. Pas par moi, mais par des proches. Et sincèrement, je peux vous dire qu'ils savent pas trop quoi faire parce que ça reste leur sœur. Ouais, Fait qu'ils c'est se disent qu'est-ce qu'on fait, puis on va-tu aller en cours, dépenser des sommes folles. Ouais. C'est C'est pas souvent des simple. problèmes de déchirement de famille, là, Oui. c'est sûr et certain. L'héritage fait ça. là. Oui, c'est ça. Et il faut se souvenir, il y a un professeur à l'université qui nous disait souvent, le ciment là, qui unit les briques dans la famille, il vient de décéder. Là. Ouais, c'est lui, ça. c'est la mère qui faisait en sorte que la quiétude demeurait dans la famille, qui rabaissait les tensions quand il y avait des petites querelles familiales. Puis là, elle vient de décéder. Bien là, les frères, là, souvent, ils vont s'attaquer directement dans ces Puis cas-là. des fois, il y en a qui disent hey, maman, t'avais déshérité. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut déshériter? Ben oui. Est-ce qu'on peut nier d'être déshérité? Ben, en Est-ce fait, que peut contester? ça peut être facile ou moins facile, dépendamment de la façon que ça a été fait. Si c'est fait par testament notarié, ben là, vous êtes mieux de vous lever de bonne heure pour aller contester le testament, parce qu'il faut venir prouver que la personne n'avait pas la capacité légale ou la capacité intellectuelle de comprendre ce qu'elle faisait. Et parfois, il y a des clients qui venaient nous voir au bureau puis qui disaient « Je veux que vous l'écriviez dans le testament que je te déshérite pour telle raison. » Moi, dans un testament, j'aimais pas ça, écrire ça, parce que je me disais, le testament, il va se ramasser sur le bureau du banquier, sur le bureau de l'assureur. Écrivez-lui donc une lettre, là, pour lui expliquer pourquoi vous le déshéritez. Tant qu'à faire, là. Ouais. Mais il y en avait qui y tenaient, hein. Parce que t'as pas été gentil, parce que ci, parce que ça. Là, c'est pas le temps, dans un testament, de venir régler les querelles, là. Faites une petite lettre plus personnelle pour lui expliquer ça, parce que votre testament, il faut pas oublier une chose. C'est un document légal qui va servir au règlement de la succession. Comme je vous dis, il va se retrouver sur le bureau de votre banquier, sur le bureau de l'assureur-vie, dans le bureau du notaire, un peu partout. Vous n'avez pas Et idée. vous rappelez que combien de Québécois... Ben moi, les dernières statistiques que j'avais entendues, c'est à peine 25 des Québécois avaient fait un testament. Ah, ça veut dire les 3/4 des gens n'en ont pas, C'est donc ça. ils meurent intestats. Et c'est dans ça. ce cas-ci, qu'est-ce qui arrive? C'est le Code civil qui va déterminer qui hérite. Donc, par exemple, une personne qui a 2 enfants, mais les enfants vont hériter de lui. S'il est marié, ben le conjoint marié va hériter d'un tiers, les enfants des 2 tiers. Et là, avec la nouvelle loi qui va prendre force là, complètement à la fin du mois de juin. On en parlait hier avec Maître Schirm. Bon, alors à ce moment-là, le conjoint de fait qui a des enfants nés après le 30 juin 2025, lui aussi va rentrer dans la dévolution successorale pour un tiers dans ces cas-là. Oui. Fait qu'il faut s'assurer qu'on soit bien divorcé aussi. Et si puis on là, a j'attire l'attention, si vous êtes conjoint de fait sans enfant, ça peut faire 20 ans que vous êtes ensemble. Votre conjoint, lui, a des enfants d'une autre union. Il décède sans testament. C'est ses enfants qui héritent de tout, même si ça fait 25 ans que vous êtes en union de fait. OK, répétez ça. En conclusion, je pense que c'est la leçon du jour. C'est la leçon du jour. Si vous êtes en union de fait, vous n'héritez pas de votre conjoint s'il n'y a pas de testament et si vous n'avez pas d'enfants nés après le 30 juin 2025. Et si on a des enfants, on hérite... D'un tiers seulement. D'un tiers ça seulement. pas tout, là. Ça veut pas dire tout au dernier vivant, là, comme beaucoup de gens disent, c'est ma conjointe qui va hériter. Exactement. Tu vas être bien, tu vas hériter. Ben non, s'il n'y a pas de testament, ça marche pas comme ça. Souvent, l'assurance vie, comme je vous disais tout à l'heure, peut sauver bien des choses. Là. Merci beaucoup, Maître François Bibeau. C'est toujours très... on apprend toujours plein d'affaires quand vous venez. Directeur général de l'Association professionnelle des notaires du Québec. Il y a François qui me dit qu'il a renoncé à la succession de son frère qui était trop endetté. Ça lui a coûté 650 $ chez le notaire. Et mon Dieu... Bon, ben là, c'était peut-être une succession complexe. Là, ça doit, contre, parce que vous dites... Et souvent, moi, ce que je faisais pour aider les choses, là, je ramassais les frères et sœurs puis je les faisais renoncer dans le même document. Fait que là, ils se partageaient le coût. Ah, ben vous êtes un bon notaire. Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.